tous les guides passaient là. Pratiquement, il y avait à peu près, non, on peut dire 9 fois sur 10, on partait du Goûter pour aller au Mont Blanc. Alors il y avait un guide qui m'a également marqué, avec qui j'ai entretenu des relations, on dira, très, très amicales, mais en même temps, moi, si je peux m'exprimer ainsi, j'étais assez déférent envers ces gens-là. Pourquoi? D'abord parce qu'ils avaient 25 ans de plus que moi, qu'ils étaient guides, moi j'étais rien du tout, donc bon, déjà ça vous situe la différence. Mais en même temps, c'était des gens qui vous observaient et qui disaient, bon, ben, ouais, au Mont Blanc, ben, tu peux y aller, quoi. Et c'est d'ailleurs des histoires comme ça où on se sent accepté, parce que je m'entendais très bien avec le gardien de l'époque du refuge du Goûter, et celui de Tête-Rousse, d'ailleurs, je me suis très bien entendu avec les deux, et plus spécialement avec Riton Beauchâté. Et pour raconter l'histoire, parce que c'est là où on voit qu'on est accepté. L'été 64 a été très sec, très beau, très chaud, tout le temps. Pratiquement pas d'orage, pas de mauvais temps de toute façon. Je portais énormément. Enfin, quand je veux dire énormément, je portais tous les jours. Tous les jours et quelquefois même jusqu'à 2 fois par jour, depuis le Nid-d'Aigle jusqu'au Goûter. Avec toujours entre 30 et 40 kilos, quoi. Bon. Et je descendais toujours par le même chemin, par le glacier de Bionnassay, ce qui, à l'heure actuelle, est plus rare en milieu de saison, parce que réchauffement climatique oblige, les névés ne sont plus là. Donc je descendais toujours par le glacier de Bionnassay, et j'arrivais juste au-dessus du Nid-d'Aigle, où il y a, comme on dit, commence à avoir un peu d'herbe. Et avoir un peu d'herbe, là, il y avait un gars qui avait planté sa tente avec sa famille, une tente d'ailleurs, une grande tente, ce n'est pas une tente canadienne. Hein. Et un jour, ce gars, il m'arrête. Il m'arrête, puis il me dit, vous faites quoi? Alors je lui dis, ben, je lui explique. Je lui dis, ben voilà, moi, vous voyez, et vous allez au Mont Blanc? Je lui dis, non, moi, je ne vais pas au Mont Blanc, je vais au Goûter. Il me dit, mais Mont Blanc, vous y êtes allé? Je dis, ouais, je suis allé, mais bon, pour moi, comme ça. Puis il me dit, mais vous m'emmèneriez au Mont Blanc? Alors j'éclate de rire, puis je lui dis, mais c'est pas possible, moi je suis porteur, j'ai aucun diplôme, je peux pas, il faudra vous adresser à des guides. Et puis je fais mon voyage au Goûter, je vois Riton, puis je dis, tiens, ça m'est arrivé une histoire, je me souviens très bien, et je lui dis, oh, il y a un gars, il m'a arrêté, il m'a dit qu'il voulait, il aurait bien aimé que je l'emmène au Mont Blanc. Alors il y a Riton qui me dit comme ça, il dit, non, non, mais attends, tu vas y aller au Mont Blanc, tu l'emmènes, ça va te faire 2-3 sous. Hein? Je dis oui, mais il me dit c'est pas grave, il me dit tu y vas. Eh bien, j'ai fait le Mont Blanc comme guide marron, si on peut dire, ce qui est puni par la loi. Et maintenant, je pense que je pourrais aller au tribunal, ou du moins être présenté. À l'époque, tous les guides qui étaient là l'ont vu, il y en a d'autres qui l'ont su, mais personne n'a rien dit. Et je n'ai pas vu de changement de, je dirais, de comportement de ces guides à mon égard. Et là, j'ai eu l'impression, effectivement, que j'avais été accepté. Et voilà, c'est un exemple, mais je veux dire, ce sont des exemples agréables, mais en même temps de savoir qu'on n'a pas droit à l'erreur. On peut avoir droit à l'erreur, quoi, 1 fois, 2 fois, mais ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais après, baigner, je veux dire, c'est là l'avantage, je pense, des gens qui sont dans les vallées, ceux qui en sont d'abord originaires, ceux qui y vivent depuis des années et qui voient comment ça se passe. Ce que je dis, c'est que quand vous êtes dans un pays nouveau, vous apprenez à le connaître. Alors moi, j'ai commencé à apprendre à le connaître quand Madame Chaplin, la maman de Pascal, notre actuel président, m'a appris à faire le farcement. Voilà, c'est encore une histoire drôle peut-être, mais je veux dire, quand on sait faire le farcement, on peut commencer à se dire qu'on est du pays. Hein. Y a de quoi, c'est amusant, disons, voilà. Mais je crois que ça part de là. C'est-à-dire qu'il faut être en accord avec les gens qui sont dans le pays. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent, ils savent. Ils ne savent pas forcément tout, surtout. Quelquefois, ils savent qu'ils risquent de se faire mal. Je parle des guides. Ils n'ont pas la science infuse tout le temps.
mais d'une certaine manière, je pense qu'il est nécessaire de passer, de rester modeste et d'apprendre ensemble, tout simplement. Je crois que ça, c'est vraiment important. Et ça m'a énormément marqué. Alors j'ai appris pas mal avec les guides, effectivement, de la compagnie. Et puis l'évolution a fait que l'évolution du métier, elle est extrêmement... Elle a été rapide à partir d'il y a une trentaine d'années. Quand on a commencé à faire du ski, du ski hors piste, du ski de randonnée, avec beaucoup plus, on dira, d'importance au niveau de la clientèle, ce qui a permis effectivement, un développement du métier de guide. Et un développement dans de bonnes conditions, au point que, parce que tout simplement, pour être guide, d'abord il faut être passionné, je crois. Un guide qui n'est pas passionné, de toute façon, il ne sera pas guide. Hein. Et cette passion, elle fait qu'on va en montagne toute l'année. C'est ce que je disais à mes petits-enfants, finalement, je touche la neige tous les mois de l'année. Hein. Mais ça, c'est quelque chose parce que ça fait plaisir. Et je crois que ça, c'est important. Donc, dans l'évolution du métier, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu se dessiner le fait que, dans les années 75 ou par là, oui, quand les premiers raids au Hogarth de Bernezin, les raids à ski de Claude Jacou, ont commencé à se développer et qu'on s'est aperçu que finalement, il n'y avait pas seulement Rébuffat, et ce n'est pas une critique, hein, c'est parce que Rébuffat a été quelqu'un, Lionel Terré pareil, qui ont vécu leur métier de guide à plein temps, nous on les admirait parce que pour nous c'était, on dira, des lumières, hein, parce qu'ils nous impressionnaient, d'abord et avec juste raison, parce qu'ils ont montré ce dont ils étaient capables et ils avaient passé par-dessus ces éléments techniques pour faire des conférences, pour faire des livres et pour en même temps être guide à plein temps. Donc l'évolution du métier a fait que peu à peu les guides on s'est développé parce qu'il y avait une demande de la part de la clientèle et donc on a effectivement développé énormément les voyages donc trekking, alors en Asie, Himalaya bien sûr, dans la Cordillère des Andes, mais un peu partout dans le monde. Le guide n'est pas seulement, disons, resté sur le plan technique quelqu'un qui grimpe, c'est que ça a été un organisateur et je crois que ça c'est un entrepreneur de voyage et des gens qui finalement sont, n'ont peut-être pas forcément, on n'a pas forcément les qualités, on dira, intellectuelles avec des diplômes, mais je pense qu'on a la manière de faire qui ouvre les portes et ça c'est extrêmement important. Je n'ai jamais vu de guide ne pas être entreprenant et ne pas réussir. Je crois que ça c'est dans le métier lui-même, ça tient au métier, parce que dans ce métier, ou du moins dans cette activité, quand on fait une course, d'abord on ne fait jamais la même course, même si on va 10 fois, 12 fois dans la saison sur le même sommet, parce qu'on est confronté toujours à quelque chose de nouveau. Même si ce nouveau, sans le remâcher, le recuit, il n'y a pas de problème. Mais il faut toujours être vigilant, il faut toujours être aux aguets, être ouvert à ce qui va se passer, ce qui fait qu'on a un esprit d'entreprise qui finalement, permet de rebondir et pour certains d'exercer toute l'année. Alors est-ce qu'il y en a beaucoup? De ce que je sais, j'ai l'impression qu'on est toujours là actuellement on doit être à quelque chose comme 20 ou 25% qui disent exercer à l'année. C'est peut-être pas beaucoup, mais il y a une frange non négligeable, importante, qui, profitant de leur capacité, de ce qu'ils savent comme métier, de ce métier, font autre chose et rebondissent sur d'autres activités. Et je crois que ça, c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est quelque chose qui me semble important. Dans l'évolution, ce qu'on pourrait noter, c'est qu'effectivement, maintenant, dans le ski est devenu
pour certains, la moitié de l'activité. Ce qui explique d'ailleurs qu'à l'ENSA, la formation accorde autant d'importance à la formation d'hiver et de printemps, en ski et en cascade de glace bien sûr, en alpinisme, c'est évident, en raid à ski, mais le ski devient quelque chose d'extrêmement important, ce qui explique qu'à l'ENSA, on a la moitié à peu près de la formation qui est dévolue au stage d'hiver et de printemps, tout simplement. Et c'est normal. C'est normal, d'autant plus normal que chaque année nous avons malheureusement des accidents. Il a fallu, cette évolution n'est pas allée effectivement sans en essuyer les plâtres, je dirais. Et ces plâtres chez nous, c'est pas seulement du plâtre pour une jambe cassée, mais c'est malheureusement des accidents graves. Et effectivement, il a fallu là aussi accompagner ces problèmes d'accidentologie par une réflexion et qui se traduit au niveau du syndicat des guides, au niveau des compagnies, et je dirais en liaison, tout cela en liaison relativement étroite avec l'ENSA, à une prise de conscience qu'il faut faire attention, qu'il y a une culture montagne à garder et que nous sommes tout simplement soumis à ce que la montagne nous dit de faire ou nous permet de faire, tout simplement. Hein. Il est évident qu'on arrive quelquefois à franchir comment on se réfère toujours évidemment à la circulation, on dit on franchit la ligne blanche. Alors une fois ça va, deux fois ça va, et puis quelquefois, comme on dit, l'arête elle est très étroite, et puis si on tombe, quelquefois ça peut faire très mal, quoi, voilà. Mais je crois que c'est quelque chose, c'est une activité, pour moi c'est pas forcément non plus qu'un métier, mais c'est une activité qui est extrêmement prenante, certainement, qu'on peut exercer tant qu'on a envie. Le jour où on pense qu'on faiblit, il faut se méfier, il faut faire prendre, là aussi, il faut prendre du recul, il faut savoir que le temps passe, et on devient plus fragile, il y a des problèmes qu'il faut savoir, il y a des enjeux qu'il faut accepter. Il faut accepter de vieillir, il faut accepter de ne plus faire les mêmes choses, mais on vit toujours dans la montagne avec toujours autant de passion. Je crois que ça c'est primordial. Hein. Voilà.